Il est temps maintenant pour la période des questions. La parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en 2018, ce Premier ministre a promis de mettre fin de la médecine des couloirs et pour mettre ce qu'il a nommé être une épidémie dans nos hôpitaux où les patients recevaient les soins dans les couloirs. Et 8 ans plus tard, ces mots sonnent creux. Cette semaine, Global News a signalé que les hôpitaux avaient utilisé les espaces de bureaux et les armoires pour traiter les patients. Après puis longues années de promesses non tenues, la médecine des couloirs est devenue la médecine des placards. Ma question est la suivante. Quand est-ce que allez-vous tenir votre parole et mettre fin à la médecine de couloir? La parole à la ministre de la Santé. Merci, Madame la Présidente. Il y a une chose que la députée et moi-même nous sommes d'accord, c'est que les soins de santé et le gouvernement de l'Ontario étaient vraiment dans tous les États lorsqu'on a été élu. Nous avons vu beaucoup de changements positifs. J'aimerais souligner un en particulier. Michael Garron, l'hôpital Michael Garron a reçu une accréditation lorsqu'ils ont reçu 99,9% de critiques. C'est de critiques positives. Nous voulons voir l'innovation à l'échelle de la province. C'est la plus haute cote qui ait jamais été donnée à un hôpital ontarien. Félicitations à l'hôpital Michael Garrison. Chef de l'opposition, Madame la Présidente, l'hôpital Michael Garron dessert des milliers et des milliers de familles à l'échelle de l'Est de Toronto. Pour plusieurs résidents de l'Est de Toronto, c'est la salle d'urgence qui est la plus proche et c'est le seul moyen d'obtenir les soins dont ils ont besoin et quand ils en ont besoin. Mais les patients à Michael Garron sont maintenant traités dans les armoires. Je peux le dire parce que je m'y suis rendue à maintes reprises. Les couloirs sont pleins de patients. C'est comme si le Premier ministre a vu l'ère des libéraux où il y avait un essor et il voulait les dépasser. Mettons-les dans les placards. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre a-t-il réellement un plan pour mettre fin à la médecine des couloirs ou y a-t-il y avoir des annonces creuses et des points de presse? Ministre de la Santé. Depuis que le Premier ministre Ford est venu au gouvernement, nous avons vu 3 500 lits supplémentaires dans la province de l'Ontario. 3 500. Nous sommes sur la bonne voie pour ajouter 3 000 lits d'hôpital supplémentaires dans la province de l'Ontario. Pourquoi? Parce que nous avons une population vieillissante. Notre système de santé a été ignoré depuis très longtemps et je ne veux pas retourner à cette époque sombre. Nous avons investi 60 milliards de dollars en immobilisation, qui est l'équivalent de 50 hôpitaux, de nouveaux hôpitaux, des hôpitaux rénovés. Et oui, même l'hôpital Michael Garron, parce que nous savons que lorsque nous investissons dans les gens, lorsque nous investissons dans les hôpitaux, dans le système hospitalier, nous aurons une population plus robuste. Nous allons continuer parce que nous voyons déjà les changements positifs. Investir dans les soins de santé, vous investissez dans la privatisation de notre système de santé. Vous ne faites que faire des promesses, mais que vous ne tenez jamais. Nous avons 2000 personnes qui sont traitées chaque jour dans les hôpitaux, dans les couloirs, sous votre houlette, après 8 longues années. Et maintenant, ils sont déplacés dans les placards. Vous appelez que cela est une réussite. Ce n'est pas quelque chose dont on peut être fier. Comment pouvez-vous être fier de cela? Et quand allez-vous commencer à reconnaître les désastres auxquels nous sommes confrontés dans notre système de santé? Ma question s'adresse au Premier ministre est très simple. Quand le Premier ministre va-t-il appuyer les gens de l'Ontario et publier un plan qui va mettre fin aux soins de couloir? Ministre de la Santé, Madame la Présidente, parlons un peu de ces investissements. Et un député de Waterloo rappelle à l'ordre.
Nous avons apporté des changements très tôt cette année pour nous assurer que les patients de niveau alternatif ne doivent pas être dans les hôpitaux. Ils doivent être dans les soins de longue durée en milieu communautaire. Nous avons libéré, avec ces initiatives, l'équivalent de 2 hôpitaux de taille moyenne. Ce sont les changements que nous avons apportés et cela a des impacts. Ce n'est pas nous seulement. L'Institut économique de Montréal a dit en 2025 que les temps d'attente aux urgences sont les plus courts. Député de Waterloo rappelle à l'ordre. Lorsque nous investissons dans nos gens, dans nos investissements, dans nos immobilisations, nous voyons ces changements. Nous allons continuer à le faire parce que nous avons vu les résultats. Chef de l'opposition, Madame la Présidente, ma prochaine question s'adresse au Premier ministre de cette province. J'espère qu'il va répondre à la question. Hier, le ministre de l'Éducation a déposé un projet de loi très perturbateur. C'est une autre grande confiscation de pouvoir de la part de ce gouvernement. Il ne cesse de changer les règles afin qu'ils ne suivent pas les règles qui existent. Cela n'aurait pas pu être plus clair. Ils ne se soucient pas des étudiants, des élèves, des parents, des éducateurs ou des communautés. Pourquoi le Premier ministre permet au ministre de l'Éducation de prendre le pouvoir des éducateurs, des communautés? Ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce que nous faisons, c'est de concentrer le système d'éducation sur la réussite des étudiants. Je sais que cela était difficile à accepter à la chef de l'opposition. Nous avons dit d'emblée, le leadership vient du ministère de l'Éducation. Pendant plusieurs années, le ministère de l'Éducation a téléchargé les responsabilités sur les conseils scolaires qui ont tout mis en premier, sauf l'intérêt des étudiants. Nous allons apporter des réformes qui ont été apportées depuis 2018 par le Premier ministre de l'Éducation. Cela va nous mettre sur la bonne voie. Nous allons nous concentrer sur ce qui compte, la réussite des étudiants, point barre. Je ne vais pas m'excuser. Le ministère de l'Éducation doit faire preuve de leadership que les parents demandent. Si ce n'est pas le ministère ou le gouvernement qui va faire preuve de leadership, je ne vais pas m'excuser. Je vais être claire. Ce projet de loi n'a rien à faire avec les étudiants, avec les élèves ou à améliorer nos écoles. Il s'agit de confisquer le pouvoir des éducateurs, des écoles, des parents et des collectivités et la consolider entre les mains du ministre de l'Éducation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ministre a évité toute redevabilité de l'impact de ces décisions. Le projet de loi mentionne le mot responsabilité 43 fois et mentionne les élèves 3 fois seulement. Savez-vous combien de fois il mentionne les salles de classe? Aucune fois. Personne n'a jamais travaillé plus dur que ce gouvernement pour se protéger. Et s'il faisait la bonne chose, il n'aurait pas fait cela. Lorsque les élèves n'ont pas les fournitures de base, alors pourquoi le ministre se concentre tellement à se protéger? Je mets en garde la députée sur son langage. Ce gouvernement, cette chef de l'opposition qui dit que 700 $, c'est des fioritures. Ils n'auront jamais l'occasion d'enlever cette carte des mains des éducateurs. Ce que ce projet de loi fait, c'est qu'elle rétablit le contrôle dans les mains de ministres de l'Éducation. Elle réglemente les négociations. Elle donne de meilleures occasions aux éducateurs pour gérer leurs écoles. Elle insiste que la participation des écoles est importante pour qu'ils puissent apprendre de bonnes notes. Elle insiste que la fréquentation est importante, qu'il y a des examens qui doivent être pris en compte. J'ai reçu des messages des classes au niveau de l'école qui me disent que finalement, quelqu'un nous a écoutés. Et savez-vous ce qu'ils disent également, que les changements que le ministère des collèges et universités a fait ne vont pas seulement maintenir les élèves plus longtemps, mais il va les amener. Chef de l'opposition, sous l'égide de ce gouvernement, les enfants peinent plus que jamais. Dans notre salle de classe qui sont surpeuplées, les travailleurs de l'éducation sont en burn-out.
Les parents n'ont nulle part où aller, car ce ministre et ses superviseurs sont en train de licencier les superviseurs et maintenant, ils veulent voir combien de biens ils peuvent vendre. Il y a moins d'éducateurs de l'éducation, moins d'enseignants, des salles surpeuplées et il n'y a rien pour appuyer cet enfant dans la salle de classe qui a besoin d'aide maintenant. Je voudrais savoir si ce projet de loi, et si c'était tellement merveilleuse, pourquoi le ministre de l'Éducation a-t-il besoin de protection? Ministre de l'Éducation, Madame la Présidente, ce que ce projet de loi fait, c'est de se concentrer le système de l'éducation sur la réussite des étudiants. Et j'ai remarqué que la chef de l'opposition parle du rôle du PDG, ce qui montre que la gestion est gérée par les administrateurs. Elle ne veut pas parler des choses qui gèrent la réussite des étudiants. Elle ne veut pas parler de cursus. Elle ne veut pas parler de fréquentation et d'assiduité. Elle ne va pas parler des choses que le ministre de collège et université a apportées parce qu'elles sont appuyées par les enseignants, par les parents. Elle a parlé seulement des négociations. Nous allons professionnaliser les négociations. Nous allons les mettre entre les mains des professionnels. Et je ne vais pas m'excuser pour avoir veillé à ce que le leadership vienne du ministère de l'Éducation afin qu'il y ait un niveau d'éducation plus cohérent, non seulement à Toronto, mais à l'échelle de la province. La parole au chef du troisième parti. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Après 8 longues années, ce Premier ministre et ce gouvernement sont perdus. Regardez l'annonce du projet de loi 101 hier. Le projet de loi 101 va nuire aux élèves. Il va nuire aux élèves en ne pas réglant ce qui tourne mal dans les écoles. Le projet de loi 101 ne va pas rendre une classe plus petite, ne va pas donner aux enfants avec des besoins spécifiques et les besoins dont ils ont besoin. Il ne va pas s'attaquer aux besoins en matière de santé mentale dans nos écoles. Nos élèves souffrent. Nos écoles ne sont pas des endroits sécuritaires où apprendre ou travailler. Et ce ministre doit se concentrer sur la taille des classes et doit aider nos élèves plutôt que de leur nuire. Allez-vous faire cela, ministre de l'Éducation? Nous allons commencer à le faire en 2018, après 18 longues années sombres. Les gens de la province de l'Ontario ont fait fuir des gens. On a été réélu et cette personne est contre ce chef du troisième parti. Ils ont ramené quelqu'un d'autre. Il a perdu 3 fois. Ils ont perdu 3 fois. Mais qu'ont-ils appris par le biais de tout cela? Ils n'ont rien appris. Et ils sont en colère parce que nous nous concentrons sur la réussite des élèves. Tout ce qu'ils veulent appuyer, c'est leurs conseillers, leurs amis. Ce qu'ils peuvent faire, c'est professionnaliser l'éducation pour s'assurer à ce que les éducateurs aient les ressources dont ils ont besoin pour que les écoles soient sécuritaires. Ils ont retiré les agents de la police des écoles, mais nous allons les y remettre parce que nous avons confiance en eux. Nous avons confiance dans nos éducateurs. Et c'est ce que ce projet de loi réalise. Chef du troisième parti. Ce gouvernement a créé un gâchis de nos écoles au cours des 8 dernières années. Ce ne sont pas des endroits sécuritaires pour apprendre ou pour travailler. Et la nomination des PDG signifie une supervision sous un autre nom. Et si vous voulez savoir ce que le projet de loi 101 va faire et comment il va nuire, que va-t-il se produire? Ils vont couper dans les éducations spéciales. Ils vont licencier les éducateurs. Ils vont fermer des écoles, acheter des biens. Et tout cela sans obtenir les rétractions des parents qui ont des enfants dans les écoles. Madame la Présidente, ce ministre se comporte comme un dictateur. Va-t-il se concentrer à réduire la taille des classes plutôt que d'en faire des terrains de jeu? Ministre de l'Éducation, le député d'en face
On l'a entendu plusieurs fois. C'était les conseillers scolaires au Conseil scolaire de Toronto qui ont négocié. Ses amis sont ceux qui ont négocié cela. Il parle de décision. C'est sa propre collectivité. Ce sont des gens qui ont supplié qu'on mette ce conseil sous notre tutelle. Je m'excuse du ministre. Je mets en garde le député sur son langage parlementaire. Je n'ai aucun problème de vous mettre en garde et de vous nommer par le nom. Je m'excuse. Vous pouvez continuer. Excusez-moi, je n'ai pas entendu, mais Madame la Présidente, il exemplifie tout ce qui était mauvais pendant 15 longues années de règne des libéraux. L'arrogance qui vient de ce gouvernement, de ce parti. Pendant 15 ans, ils ont nuit aux élèves. Sous les conservateurs, nous avons le plus grand taux de diplomation. Mais sous l'égide du gouvernement libéral arrogant qui pensait qu'il savait mieux que les éducateurs, qu'il savait mieux que les parents, ils ont miné le système. Nous allons remettre le système entre les mains des enseignants et des parents et nous allons mettre fin au conflit entre les parents et les éducateurs. Chef du troisième parti. Je n'ai jamais rencontré un ministre aussi arrogant que le ministre en face de nous. Bien que ce ministre est en train de nuire aux autres personnes et de blâmer les autres, il doit examiner son propre gouvernement qui a essayé de vendre la ceinture de verdure ou les arrêtés de zonage ministériel, des millions de dollars pour un propriétaire de club de strip ou un dentiste de la famille. Le ministre doit dire au Premier ministre pourquoi n'avons-nous pas un superviseur pour surveiller le gouvernement et pour le nettoyer. Après 11 années, vous avez créé un gâchis dans les écoles, vous avez affamé l'éducation spéciale et nous avons une crise de santé mentale que vous ignorez. Le ministre va-t-il faire son travail et s'attaquer à ces 3 problèmes? Ministre de l'Éducation. Regardez l'innorie de cette question. Le député d'en face demande au ministre d'assumer la responsabilité pour des enjeux au sein de l'éducation. Mais lorsqu'il a un projet de loi qui va permettre au ministre et au ministère de faire preuve de leadership, il critique les outils qui nous permettent d'apporter ce leadership. Donc je vais répondre aux députés. Joignez le geste à la parole. Ce ne doit pas être très difficile pour les libéraux, car ils mettent leurs mains dans leurs poches toujours. Ils savent toujours plus que les autres, mais je veux lui dire, c'est ce que ce projet de loi va réaliser. Il s'agit de leadership. Le ministère va se mobiliser pour livrer un niveau d'éducation cohérent au niveau de la province. Et les éducateurs et les parents le veulent. Et c'est pour cela qu'ils l'ont expulsé après 15 longues années d'échecs. Ils savent que nous dirigeons dans la bonne voie. Joignez le geste à la parole et votez pour ce projet de loi. Question. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. Hier matin, le ministre de l'Éducation s'est tenu dans cette chambre et a dit qu'il n'allait pas s'ingérer dans les affaires des conseils francophones. Et je l'ai cru sur parole. Car quand j'ai lu son projet de loi, j'étais étonnée. Car ce que nous voyons dans ce projet de loi représente une centralisation des pouvoirs à Queen's Park. Le ministre maintenant mentionne que certaines dispositions de ce projet de loi, telles que le modèle de PDG qui s'applique pas au Conseil francophone, lorsque son projet de loi donne le pouvoir et peut émettre des directives, contrôler les budgets et s'ingérer directement dans les décisions du Conseil. Je vais demander au ministre comment peut-il prétendre de protéger la gouvernance francophone lorsque ce projet de loi lui donne le pouvoir de les contourner. Ministre de l'Éducation, la députée le sait. Comme j'ai mentionné hier, la députée m'a envoyé un message et je lui ai demandé de lire le projet de loi. Ce qu'elle disait n'était pas juste. Les conseils sont exonérés
de ces dispositions dans le projet de loi, c'est déclaré clairement. Ils ne feront pas partie de ces changements en matière de gouvernance. Mais je comprends, ils ont commencé à semer la peur. Les conseils francophones effectuent un excellent travail. Ils ont des droits constitutionnels et en vertu de la charte, nous allons les respecter. Je n'ai fait que les répéter, je ne ferai rien et je ne vais pas m'ingérer dans le système catholique ou le système francophone. Ce projet de loi protège le système francophone, mais il est clair que le ministre doit avoir les outils pour pouvoir travailler avec les conseils scolaires francophones lorsqu'ils déraillent. Mais il est clair que nous allons faire preuve de ce leadership au nom des éducateurs et de nos parents si cette situation se présente. Monsieur le Président, les conseils scolaires francophones ne sont pas comme les autres. Ils existent pour satisfaire aux besoins entérinés dans l'article 23 de la Charte à droit réaffirmé par la Cour suprême. Ce n'est pas une question politique, c'est une obligation constitutionnelle. Et pourtant, ce projet de loi concentre le pouvoir décisionnel entre les mains du ministre et enlève un certain nombre de garde-fous qui protègent le contrôle de la communauté. Le ministre ne comprend pas que ce type de concentralisation met le gouvernement directement en conflit avec un droit constitutionnel. Est-ce qu'il n'est pas prêt à défendre cette violation de la Charte en tribunal? Oui, les libéraux aimeraient gaspiller l'argent pour l'éducation devant les tribunaux. Le projet de loi exempte les conseils scolaires francophones de ce projet. Les conseils scolaires vont continuer à négocier dans les conseils scolaires francophones. Et ce que j'ai fait, eh bien, j'ai réduit le salaire. C'est vrai, des conseils scolaires francophones dans le réseau catholique, donc un maximum de 10 000 $. La Charte ne garantit pas un salaire et il fallait il fallait garantir une certaine uniformité à l'échelle de toute la province et de tous les conseils scolaires. Mais nous défendons les droits constitutionnels des francophones et je l'ai dit à maintes reprises par le passé, depuis un an. Et je pense que la députée d'en face, si elle passait plus de temps à lire le projet de loi, c'est vrai que le projet de loi a été publié hier. Et je sais qu'elle s'intéresse tout particulièrement à cette question, mais je pense qu'elle trouvera que ce projet de loi protège les droits des francophones comme jamais auparavant. Député d'Ottawa-Vanier. Merci, Madame la Présidente. Mais si c'est vraiment le cas, eh bien, il faut inclure une disposition que le projet de loi ne s'applique pas au Conseil francophone. Conseil scolaire francophone, mais son projet de loi fait exactement le contraire. Il retire des mécanismes indépendants, concentre les pouvoirs à Queen's Park et se donne le dernier mot sur les décisions qui devraient appartenir aux communautés. Exempter les conseillères francophones du modèle PDG, ce n'est pas une protection, c'est un écran de fumée. Alors, la question est simple. Comment peut-il prétendre respecter la Constitution alors que son projet de loi affaiblit concrètement le pouvoir des francophones sur leur propre système scolaire? Nous avons fait beaucoup d'investissements dans le système francophone. Je suis très fier. Nous sommes toujours très fiers de nos systèmes scolaires, conseils scolaires francophones. Mais ce projet de loi va continuer de protéger le système que nous sommes très fiers. The member knows full well. The bill. La députée sait que ce projet de loi exempte les conseils scolaires francophones de ces dispositions dans le projet de loi. Il n'y aura pas de CSA pour les conseils scolaires francophones. Le projet dit clairement que les deux systèmes catholiques, dans le système catholique et catholique, les conseils francophones vont continuer de participer aux négociations. Ce ne sera pas le cas dans les conseils scolaires anglophones, mais dans les conseils scolaires francophones, ce sera là. Pourquoi? Parce que c'est un droit constitutionnel. Nous protégeons les droits constitutionnels des apprenants francophones, mais nous reconnaissons que les conseils scolaires francophones ont fait un excellent travail. Il faut continuer de les soutenir. C'est exactement ce que nous allons faire. Le projet de loi 33 était un premier pas et là, c'est un deuxième pas dans la même direction. Député de Humber River, Black. Ma question s'adresse au Premier ministre. Scarborough est la région qui se développe le plus et les gens en ont marre du temps de déplacement en bus. Heureusement, il existe une solution. Il y a le train léger, c'est la solution, le train de Kennedy à Malvern avec 27 arrêts sur les 19 kilomètres du parcours. D'ailleurs, c'est la priorité numéro 1 de la ville de Toronto.
Mais il y a un problème. Ce gouvernement refuse de financer ce plan, donc c'est en suspens. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à construire le train léger de Scarborough-Est pour donner à la population de Scarborough les transports dont ils ont besoin et qu'ils méritent? Monsieur le ministre des Transports, nous avons fait l'investissement le plus important et c'était historique dans les transports de Scarborough, alors que pendant 15 ans, les députés des libéraux n'ont rien fait. Le Premier ministre Ford a fait l'investissement le plus important dans l'histoire de Scarborough. Et vous savez quoi? Le député d'en face a voté contre le rallongement du métro de Scarborough qui donne à la population de Scarborough les transports qu'ils veulent depuis longtemps. Nous sommes passés à la mise en chantier. On voit la construction, c'est déjà en cours. Alors que les libéraux n'ont rien fait. Et avec l'appui des néo-démocrates, nous avons fait des investissements au quart de Scarborough. Nous allons continuer de faire ces investissements. Nous allons continuer de tenir notre promesse vis-à-vis de la population de Scarborough. Merci. Merci, Madame la Présidente. J'invite le ministre à prendre un bus à Scarborough. Sous la mauvaise gestion de ce gouvernement, il a fallu 15 longues années pour le train léger de Eglinton, qui est à peine entre Scarborough. La dernière fois que les nouvelles sur les transports en commun, c'est quand l'outil a été coincé dans le tunnel. Et on n'a pas envie d'attendre jusqu'à ce que les Leafs remportent une nouvelle fois la Coupe Stanley. Est-ce que le gouvernement va vraiment s'engager à construire le train léger Scarborough-Est? Monsieur le ministre, c'est dommage que le député, lorsqu'il a eu l'occasion de donner son aval à de meilleures options de transport pour la population de Scarborough, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voté contre tous les projets de loi que nous avons déposés pour accélérer la construction. Ils se sont opposés à toute possibilité de construction d'une prolongation ou une extension du métro de Scarborough. C'est ce Premier ministre qui est passé à la mise en chantier. C'est ce Premier ministre qui a défendu la population qu'on a négligée depuis trop longtemps. Nous construisons des hôpitaux, nous construisons des transports en commun et nous allons continuer d'investir à Scarborough. Nous allons continuer à construire les transports en commun dont la population a besoin et qu'elle mérite. Député de Don Valley Est. Madame la Présidente, il y a un fait remarquable enterré dans le nouveau projet de loi. Le CSA d'un conseil scolaire aura plus d'obligations que le Premier ministre. Ce nouveau CSA, chef de service administratif, sera intouchable sans l'approbation du ministère. Le nouveau directeur de l'éducation, choisi au volet par ce CSA, va s'occuper de la réussite des élèves, redevables uniquement devant le gouvernement. C'est un système que nous connaissons bien, centraliser les pouvoirs et ne toucher pas aux vrais problèmes. Éducation, santé, c'est un problème qu'on voit partout. Madame la Présidente, pourquoi est-ce que le Premier ministre s'intéresse surtout à la consolidation du pouvoir et à licencier les enseignants alors qu'il devrait réduire le nombre d'élèves par classe? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, quelle partie dégueulasse. Retirez, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. C'est un parti maintenant. Ils ont quelques questions. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invectivent les gens. Le député d'en face a décidé de m'appeler quelque chose que je ne dirais pas à l'extérieur. Et maintenant, il essaie de se moquer du Premier ministre qui est élu 3 fois par la population. 3 fois. 3 gouvernements majoritaires par la population de la province. Savez-vous qui décide des compétences d'un Premier ministre? La population de la province. C'est un Premier ministre qui sait ce que c'est que de payer la masse salariale.
c'est que ce que c'est de construire. C'est un Premier ministre qui, depuis qu'il est entré en fonction en 2018, a rétabli la confiance vis-à-vis de la province, a aidé à créer 1 million d'emplois, rétablir les transports, reconstruire des hôpitaux, reconstruire le système d'établissement de soins, $1 milliard dans l'éducation. Savez-vous pourquoi nous le faisons? Eh bien, parce que 15 années misérables, le gouvernement, le parti d'en face, a complètement échoué. Député de Don Valley Est. Donc, ma question portée sur l'éducation et le bilan du Premier ministre en matière de l'éducation est assez clair. Après 8 longues années atroces, la solution pour le gouvernement pour le débordement de classe, c'est de nommer 72 personnes à des positions de direction en portant préjudice au mandat démocratique des conseillers. 62 poupées ou marionnettes du Premier ministre alors qu'il centralise le pouvoir. Encore une étape dans l'affaiblissement de la démocratie de la province. Le gouvernement dit qu'il doit contrôler les dépenses et créer plus de responsabilités. C'est un gouvernement peu crédible d'un gouvernement encore moins crédible. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire confiance au Premier ministre en matière de responsabilité financière et de réussite scolaire alors qu'il ne l'a pas fait pour la province? Monsieur le ministre, quelle plaisanterie. Ça me paraît incroyable. Nous sommes devant une guerre commerciale et le député d'en face, savez-vous pourquoi? Il savait pourquoi il nous insulte, parce qu'ils n'ont rien à proposer à la population. Bien évidemment, ils n'ont pas lu un projet de loi qui va nommer les CSA. Ce sont les conseillers, pas moi, pas le Premier ministre, mais les conseillers élus. Savez-vous ce que nous allons faire dans le système d'éducation? Nous allons continuer de remédier au débâcle, à la débâcle qu'ils ont créé. Le taux de diplomation le plus élevé soulevé, meilleur résultat de littératie, meilleur résultat des mathématiques sous les libéraux. Leurs programmes scolaires sont en prison, leurs chefs d'équipe sont en prison. Pourquoi? Eh bien, nous faisons le contraire parce que ce sont des sujets qui nous intéressent. Lorsque ça se passe bien, il y a plus d'argent pour l'éducation. Nouvelle question. Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Notre gouvernement a été élu avec un mandat de faire prospérer l'économie, à attirer les investissements et à créer de bons emplois bien rémunérateurs pour les travailleurs de la province. Dans le secteur manufacturier, les sciences du vivant et dans d'autres secteurs, nous créons les conditions à la réussite des entreprises. On montre aux entreprises que l'Ontario est le meilleur endroit au monde pour faire des affaires. Et malgré les agissements du président Trump, qui crée avec encore plus d'incertitudes mondiales, malgré tout cela, l'Ontario reste un endroit stable et prévisible. Et les entreprises savent qu'ils peuvent nous faire confiance. Est-ce que le ministre peut nous faire le point sur le paysage des investissements dans la province? Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Eh bien, 2025 a été encore une année de succès pour les investissements dans la province. La Statistique Canada a publié le chiffre de 750 entreprises qui se sont implantées en Ontario avec des investissements de 35 milliards de dollars à la clé, avec 64 000 embauches. Donc, le total depuis notre élection est de 222 milliards de dollars d'investissement ici en Ontario. Mais Madame la Présidente, tout cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de politiques pro-entreprise, pro-croissance qui donnent aux entreprises la confiance d'investir, de se développer et de continuer à embaucher ici même en Ontario. Et nous ne ralentissons pas. Nous allons continuer à nous battre pour attirer des investissements créateurs d'emplois dans toutes les régions de la province. Question complémentaire. Merci au ministre pour cette réponse. Il est clair que l'Ontario continue de voir de bons chiffres d'investissement dans tous les secteurs de l'économie.
Alors que nous appuyons sur les chiffres de l'année dernière, il faut continuer à réduire les formalités administratives, réduire le coût de faire des affaires et maintenir des taux bas pour encourager les activités économiques dont nous avons besoin pour faire prospérer l'Ontario. Que cela soit dans le secteur manufacturier dans le sud-ouest de la province, la science du vivant dans la région torontoise ou le développement des ressources dans le nord. Toutes les régions de la province ont un rôle à jouer dans le succès de la province. Est-ce que le ministre veut nous parler davantage de ce que fait le gouvernement pour continuer à tirer des investissements dans tous les coins de la province en soutenant les travailleurs et les familles à l'échelle de toute la province? Monsieur le ministre, Madame la Présidente de Mississauga, AstraZeneca et 820 millions de dollars pour les nouveaux médicaments, 700 nouveaux emplois à Temiskaming, à Electra, 100 millions de dollars pour construire une raffinerie de cobalt, 53 nouveaux emplois, Saint-Thomas, 3,2 milliards de dollars pour construire l'usine, le centre de traitement le plus important de traitement de graphite, Ranovis, Marvel, Linamar, Connectrix, et j'en passe. La liste des entreprises qui ont atterri ici en Ontario parce que nous mettons tous nos efforts dans l'activité économique de la province, dans toutes les régions et dans tous les secteurs de la province. Nous n'allons pas bientôt ralentir parce que c'est comme cela que nous protégeons l'Ontario par tant d'incertitudes économiques mondiales. Député de Thunder Bay Supérieur Nord, merci Madame la Présidente. Le 24 juin, les Métallos Unis et un promoteur économique, industriel respecté a proposé un plan au ministre de la Foresterie pour acheter l'usine de Terrace Mill avec deux options pour la pâte et papier ou pour produire des biocombustibles. Est-ce que le Premier ministre veut bien expliquer à la population de Terrace Bay, après 10 longs mois, le gouvernement n'a pas répondu à cette proposition? Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Merci, Madame la Présidente. Et je suis ravi de prendre la parole aujourd'hui au nom de notre ministre de la Foresterie, des Forêts, pardon. Nous avons échangé avec les partisans de ce projet à Terrace, partisans de différents projets à Terrace Bay. À l'heure où je vous parle, l'usine est très délabrée et nous continuons de travailler avec différents acteurs pour revitaliser cette usine. Nous allons rester sur cette voie. Merci pour la question, Madame la députée. Merci, la Présidente. Eh bien, que de belles paroles. La même entreprise va utiliser une autre usine à l'arrêt au Québec. Le gouvernement ontarien a clairement abandonné la communauté de Terrace Bay avec des déchets toxiques et la perte de leur assiette fiscale. Pourquoi est-ce que cette entreprise qui fonctionne bien maintenant au Québec n'a pas été prise au sérieux ici en Ontario? Monsieur le ministre, merci, Madame la Présidente. Écoutez, ce gouvernement, ici en Ontario, sous la direction du Premier ministre, faudrait investir plus dans le secteur forestier que n'importe quel gouvernement dans l'histoire de la province. La plupart des députés du Nord en face savent très bien que nous prenons cette question très au sérieux. Nous travaillons avec le fédéral pour offrir des remises de droits de douane appliquées sur la boîte d'œuvre. Nous travaillons avec tout le secteur et de très bonnes nouvelles seront annoncées dans les semaines à venir. Nous allons bientôt accueillir des représentants de l'industrie forestière ici à Toronto. Et donc, restez à l'écoute. De bonnes nouvelles s'en viennent pour le secteur forestier. Député d'Ajax. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je discute avec les éducateurs, les parents et les élèves dans toute la province et ils ont des inquiétudes. On voit une montée de la violence dans les écoles, trop d'élèves par classe et les élèves ayant besoin des besoins spéciaux ne reçoivent pas l'aide. Et maintenant, le gouvernement veut supprimer les données
où il y a des retours anonymes sur ce qui se passe dans les écoles. Nous allons moins savoir sur l'intimidation, sur la sécurité, sur la santé mentale des élèves. Il sera plus difficile pour les directeurs d'école et pour les surveillants d'améliorer la réussite scolaire comme sujet qui, soi-disant, intéresse le ministre. Pourquoi est-ce que le gouvernement joue à l'autruche et refuse de ramasser les données dont nous avons cruellement besoin? Une réponse, nous ne faisons pas du tout cela. Nous éliminons l'obligation de collecte de données sur le climat pour les conseils scolaires. Mais lorsqu'on a posé la question, que faites-vous de ces enquêtes, peu de conseils scolaires n'avaient pas grand-chose à dire sur ce qu'on faisait de ces enquêtes. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais moi, nous sommes à la recherche de résultats. Nous voulons des écoles plus sécuritaires. Je n'ai pas besoin de savoir si le conseil scolaire pense que le conseil scolaire pense que l'école est sécuritaire. Voilà pourquoi nous avons ramené des policiers dans l'école. Je veux une meilleure gouvernance dans les écoles. Voilà pourquoi je propose un projet de loi pour améliorer leur gouvernance. Je veux moins d'absentéisme. Voilà pourquoi il y a un projet de loi avec la participation comme l'une des clés de l'évaluation. Les libéraux aiment bien parler, alors que les conservateurs aiment aller de l'avant. Voilà pourquoi le taux de diplomation est plus élevé. Voilà pourquoi la réussite scolaire se renforce sous notre garde. Il est clair que le ministre est à côté de la plaque, car ces données des enquêtes dressent un portrait de ce qui se passe dans les écoles. Et si le ministre le comprenait, il saurait que les directeurs et les surveillants peuvent faire des interventions ciblées là où ils constatent des problèmes particuliers. Le ministre a parlé des policiers dans les écoles. Vous voulez menotter les élèves, poser la question aux communautés. Il faut qu'elle puisse inviter les policiers dans les écoles. Et cela fonctionnera mieux, ça crée la confiance avec les communautés racisées, les communautés noires. Le gouvernement ne répond pas aux vraies questions dans les écoles et leur programme ni chèvre ni chou a été inventé parce qu'ils ont été pris au dépourvu. Pourquoi est-ce que le ministre veut rendre nos écoles moins sécuritaires? C'est un exemple classique d'un député qui dira quelque chose ici, mais ne va pas retourner dans sa communauté pour dire que j'ai envie d'une enquête sur le climat parce que pour poser une question à un élève de 9 ans s'il pense qu'il est un garçon ou une fille, ça n'a rien à voir. En fait, pour aller de l'avant, il faut voir ce qui se passe dans les écoles. Et lorsque nous avons ramené les policiers dans les écoles, c'est ça les écoles supérieures. Lorsque nous proposons un projet pour protéger les enseignants, c'est ça qui va améliorer l'éducation, Madame la Présidente. Pour ce député, une enquête sur le climat sur les 10 ans va nous donner des données qui remédient au problème. Ça s'est passé comment sous 15 ans de gouvernement? Des résultats moins bons, alors que les conservateurs allons dans la bonne direction. À l'ordre. À l'ordre. Député d'Ajax à l'ordre. Député d'Ajax à l'ordre. Monsieur le ministre de l'Éducation, député d'Ajax, je vous avertis, Monsieur le ministre, à l'ordre. Député de Guelph. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Pourquoi se fait-il que député de Waterloo à l'ordre? Ma question s'adresse au Premier ministre. La vie est déjà inabordable en Ontario avec le prix astronomique du logement. Maintenant, les gens sont angoissés à chaque fois qu'ils se rendent à la station essence. Mais au lieu de rendre les choses, faire en sorte qu'il soit plus facile de ne pas utiliser l'essence, maintenant, le gouvernement a éliminé les bornes de chargement. Il est plus difficile d'accéder à la remise. Le gouvernement a tout fait pour
créer des obstacles à un marché des véhicules électriques. À chaque fois, le gouvernement dit oui à des géants du gaz et du pétrole comme Enbridge et non aux mesures de soutien aux véhicules électriques pour la population. Pourquoi est-ce que le Premier ministre s'oppose tellement à rendre la vie plus abordable pour la population en les aidant à s'éloigner de l'essence chaque fois plus chère alors qu'ils pourraient acheter un véhicule électrique? Je réponds tout simplement que l'enjeu principal pour les Canadiens est le coût de la vie. Voilà pourquoi le ministre des Finances a mis en œuvre une réduction de la taxe sur l'essence, car 90% des Ontariens utilisent l'essence. 90%. Nous voulons un marché attirant pour les véhicules électriques avec 40 milliards de dollars d'investissement à la clé. Et nous avons également éliminé les formalités administratives en la matière. Nous voulons de l'électricité abordable. Pour nous, la concurrence est clé, contrairement aux libéraux dont les contrats uniques multipliés par 10 le prix de l'électricité sur le marché. Cela a jeté les familles dans la pauvreté en matière d'énergie. Et voilà pourquoi également nous avons lutté contre la taxe carbone du gouvernement fédéral. Nouvelle question complémentaire. Le gouvernement pourrait permettre aux familles de faire des économies de $2 000 chaque année en combustible s'il rendait les véhicules électriques abordables. Les investissements dans les usines de véhicules électriques sont à risque parce que le gouvernement dit non à des remises d'abordabilité pour les véhicules électriques partout dans le monde. Les ventes de véhicules électriques explosent, une hausse de 40%, mais ce n'est pas le cas en Ontario. Partout dans le monde, les ventes explose. Mais ça baisse en Ontario. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce que souvent on refuse de soutenir les travailleurs et les gens ordinaires et leur capacité d'acheter un véhicule électrique. Si le gouvernement voulait vraiment aider les ménages à faire des économies, ils arrêteraient de faire des cadeaux au secteur du gaz et du pétrole. Est-ce que le gouvernement peut rétablir la remise pour les véhicules électriques afin de s'éloigner des solutions chères? Réponse. Si vous pensez que nous allons rétablir des remises pour des véhicules électriques, pour 100 000 véhicules électriques, non pas parce que nous nous opposons au choix des consommateurs, mais parce que nous croyons que les consommateurs vont prendre ces décisions sans des subventions. En fait, le député d'en face préconise de l'assistance sociale pour les entreprises des véhicules électriques. Présenter désolé au ministre, à l'ordre. À l'ordre, ministre de l'Éducation. Je vais commencer à expulser les députés. Il nous reste 12 minutes. Mes excuses au ministre. Continuez, s'il vous plaît. Madame la Présidente, voici ma conclusion. Pour rendre la vie abordable, il faut réduire les taxes et les impôts. Il y a seulement un parti ici qui n'a jamais augmenté une taxe ici. Le Premier ministre a fait campagne sur une réduction de 10 cents de la taxe sur l'essence, ce qui unifie les libéraux, les néo-démocrates et les verts, et c'est que vous vous êtes toujours opposé à cette remise. Comment pouvez-vous justifier d'ajouter des centaines de dollars au budget des ménages de la province? Réponds à nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre des Sports. Madame la Présidente, partout dans la province, les gens dépendent des arénas et des centres de loisirs où les enfants peuvent apprendre à jouer, à apprendre des compétences sportives et à rencontrer des amis. Que faisons-nous pour soutenir ces choix sains d'un mode de vie sain? Nous continuons d'investir dans ces investissements de centres communautaires, d'arénas, de centres de loisirs, mais l'opposition s'y oppose. Voulez-vous nous parler de ce que fait le gouvernement pour veiller à l'accès
des familles à ces installations essentielles. Merci, Madame la Présidente, et merci aux députés pour la question. Le mot-clé, c'est l'accès. J'en ai parlé avec les députés ici et tout le monde sont dans ces installations ou se portent volontaires pour entraîner dans une école locale. Et des gens posent des questions. Pourquoi dois-je organiser mon entraînement à 5 heures du matin? Eh bien, c'est une question d'accès. Et pour nous, le fonds de 500 millions de dollars d'investissement communautaire dans les centres sportifs, eh bien, c'est une partie importante de notre engagement, car tous méritent ces occasions. Tout le monde devrait pouvoir participer aux activités sportives pour encourager les jeunes et les enfants à participer au sport, car cela conduit à beaucoup d'autres choses. Et j'en parlerai tout à l'heure. Merci, Madame la Présidente, et merci au ministre pour sa réponse. Je suis ravie d'entendre que ce gouvernement crée davantage d'occasions pour les enfants et leurs familles pour qu'ils restent actifs et en bonne santé en ayant accès à des infrastructures de récréation. Cela permet de rassembler les personnes et de renforcer les communautés. Par votre entremise, Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut dire comment les investissements du gouvernement permettent de faire croître la croissance et les activités dans les communautés ontariennes? Réponse. Merci aux députés et tout le travail qu'il effectue dans sa communauté. Et si je peux me permettre, part de réflexion sur les sports dans les communautés. Les sports récréationnels sont importants. Le tourisme sportif est également un facteur important pour notre économie. C'est pourquoi l'Ontario doit être compétitive au niveau local et international. Quand on regarde les impacts économiques et les bénéfices, les gens ne font pas attention. Pendant des années, les tournois à Burlington ou petites villes du nord de l'Ontario, eh bien, grâce à ces tournois, cela a un impact économique positif énorme pour l'économie locale. Hôtels, nourriture, restaurants, carburant. Voilà. Le tourisme sportif est un engin de l'économie et c'est ce qu'on continuera de faire. Merci. Député de Parkdale High Park. Merci. Aujourd'hui, c'est le 14 avril, journée de l'équité salariale. C'est la journée où la femme ontarienne moyenne qui travaille finalement va finir par gagner la même chose que ses homologues masculins. Les femmes travaillent dans l'économie de soins. L'économie de soins est bâtie sur le dos des femmes. Et on ne peut pas externaliser ces emplois. Ce sont des emplois protégés des tarifs douaniers. Vous ne pouvez pas externaliser la garderie ou les refuges à New York ou Détroit. Mais les coupures dans le budget 2026 apportées au secteur dans lequel les femmes travaillent fait que ces dernières ne vont pas recevoir d'équité salariale pour un travail de même valeur que leurs homologues masculins. Ma question est simple. Quand est-ce que les femmes vont être payées à leur juste valeur? Député, ministre plutôt, ministre associé pour les femmes. Nous pensons que les femmes doivent avoir accès à l'équité. L'Ontario a depuis longtemps une loi sur l'équité salariale pour une équité salariale pour la même valeur de travail. Et cependant, on sait que les écarts salariaux perdurent et que les facteurs tels que les heures travaillées, responsabilité vis-à-vis des personnes à charge jouent un rôle. C'est pourquoi on demande à ce qu'il y ait plus de transparence en matière de salaire. Et on a vu le nombre de mesures qui ont été entreprises via les 7 versions de la loi pour les travailleurs.
On veut que les femmes puissent avoir l'indépendance financière. Et lorsque les salaires sont bien divulgués, cela permet d'égaliser le terrain. On est là pour protéger les travailleurs et travailleuses. C'est que les femmes jouent un rôle essentiel. Question supplémentaire. Ces étapes que ma collègue honorable a mentionnées, oui, importent, mais on ne peut pas clore l'écart salarial tant qu'on ne trouve pas de solution à notre économie de soins. Je vais vous parler de Erin. Erin a pu fuir une relation abusive quand elle a trouvé un travail dans une garderie. Mais maintenant, elle doit devoir partir parce qu'elle a un salaire trop bas. Elle ne peut pas payer ses factures. La plupart des éducateurs de la petite enfance quittent leur emploi après 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas payer leurs factures avec un salaire d'emploi à temps plein. 96% de ces employés sont des femmes qui prennent soin de nos enfants, mais ce gouvernement ne prend pas soin de ces femmes. Aujourd'hui, c'est la journée de l'équité salariale. Il est grand temps de livrer des services de garderie à $10 par jour et de payer les femmes à leur juste valeur. Quand est-ce que le gouvernement s'attaquera à tout cela? Ministre, depuis le début, nous avons travaillé fort pour nous assurer que les femmes atteignent l'indépendance financière. Et nous avons apporté de grands changements. Par exemple, on est là pour appuyer les travailleurs qui aident leur famille et les gens qui travaillent dans l'économie de soins qui ont vu les salaires augmenter. Et on a fait ça même si le NPD et les libéraux ne voulaient rien changer. Nous, on a augmenté les salaires avec la stratégie de la main-d'œuvre pour la garderie. On a également apporté des changements pour les licences de garderie parce qu'on voit beaucoup d'éducateurs de petite enfance qui quittent leur emploi pour aller dans les systèmes scolaires. Et on a vu une augmentation d'éducateurs de petite enfance qui reviennent dans la main-d'œuvre et on a créé des programmes et des occasions pour augmenter les salaires. Micro coupé. Question. Député de Scarborough-Guildwood. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. J'ai parlé à de nombreux directeurs d'école dans ma circonscription et ce qu'ils me disent est vraiment alarmant. Une école a plus de 1500 élèves et seulement 2 directeurs, ce qui fait que les élèves sont dans un environnement d'apprentissage non sécuritaire. Rien de nouveau ici en Ontario. Cette même école a plus de 115 élèves sur une liste d'attente. Non pas qu'il manque d'espace, mais parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Ce gouvernement dit que les inscriptions sont en baisse, mais à Scarborough, c'est le contraire. Les écoles sont à capacité. 900 postes d'enseignants ont été coupés, ce qui fait que les écoles doivent se fier à des personnels d'urgence non agréés. Dans ma circonscription, il y a 20 écoles qui doivent avoir recours à ce genre de solution. Alors, question au Premier ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de ne pas être à la hauteur des attentes des parents et élèves de Scarborough? Réponse, ministre de l'Éducation. Je ne sais pas pourquoi la députée pense que Scarborough n'importe pas. Nous, au contraire, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Et oui, sous l'ancienne administration des syndics scolaires, ces derniers avaient l'incapacité d'agir rapidement et de trouver des solutions aux problèmes avec la hausse d'inscriptions à Scarborough, tandis qu'une baisse des inscriptions au centre-ville de Toronto. Et c'est pourquoi on a décidé de mettre sous tutelle les conseils scolaires pour trouver des solutions rapidement dans différentes parties du système d'éducation. Il y avait des conseils scolaires qui prenaient des décisions qui n'étaient pas forcément dans l'intérêt des élèves, comme le député le sait. La plupart des syndics scolaires du conseil scolaire de Toronto venaient de la ville de Toronto et prenaient des décisions qui n'étaient pas dans l'intérêt de certains élèves de Scarborough. Et les décisions académiques seront désormais prises par le président directeur général de l'éducation afin d'offrir un service d'éducation cohérent dans la province. Question supplémentaire. Alors, creusons un peu plus. Parlons des gens qui en payent les conséquences. Les parents, les élèves, les enseignants, c'est eux qui payent le prix fort à cause des mauvaises décisions du gouvernement. Dans ma circonscription, il n'y a pratiquement pas d'enseignants pour
spécialisés pour les enfants ayant des besoins spéciaux. À Scarborough, on continue de dire aux familles qu'il n'y a pas de place pour les élèves avec des besoins spéciaux. Et ce n'est pas tout. Un père dans ma circonscription doit aller en dehors de Scarborough pour trouver une place d'école pour son enfant. Alors ma question est pourquoi est-ce que ce gouvernement continue de ne pas être à la hauteur des attentes des familles et des élèves? La Scarborough écoutera la réponse parce qu'il y aura une autre élection. Ministre de l'Éducation. Je sais qu'il y aura une autre élection, Madame la Présidente. Nous, on en a connu 3 et on s'en est très bien tiré à cause de notre travail à Scarborough. C'est bon de voir un député de Scarborough qui en parle. Sa députée est la seule de son caucus qui reste à Scarborough, une équipe libérale qui a complètement ignoré Scarborough. Sous les libéraux, les écoles ont fermé, les transports publics, on n'en parle même pas. Sous les libéraux, il n'y a jamais eu d'investissement dans les soins de santé, il n'y avait pas de construction de foyers de soins de longue durée, rien de cela. Mais ce qui reste toujours cohérent avec les libéraux, quand le ministre des Finances propose des investissements à Scarborough, les libéraux votent contre ces investissements à Scarborough. Donc, rien n'a changé. 15 ans au gouvernement, ils n'ont rien changé. 8 ans, nous, on apporte les changements. Les libéraux continuent de voter contre Scarborough et les gens de Scarborough peuvent compter sur nous pour